De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, volume 1er, chapitre 5, suite. Les Américains s'attachent à la cité par une raison analogue à celle qui fait aimer leur pays aux habitants des montagnes. Chez eux, la patrie a des traits marqués et caractéristiques, elle a plus de physionomie qu'ailleurs. Les communes de la Nouvelle-Angleterre ont en général une existence heureuse. Leur gouvernement est de leur goût aussi bien que de leur choix. Au sein de la paix profonde et de la prospérité matérielle qui règne en Amérique, les orages de la vie communale sont peu nombreux. La direction des intérêts communaux est aisée. De plus, il y a longtemps que l'éducation politique du peuple est faite, ou plutôt, il est arrivé tout instruit sur le sol qu'il occupe. Dans la Nouvelle-Angleterre, la division des rangs n'existe pas, même en souvenir. Il n'y a donc point de portion de la commune qui soit tentée d'opprimer l'autre, et les injustices qui ne frappent que des individus isolés se perdent dans le contentement général. Le gouvernement présenta-t-il des défauts, et certes il est facile d'en signaler, il ne frappe point les regards, parce que le gouvernement émane réellement des gouvernés, et qu'il lui suffit de marcher tant bien que mal pour qu'une sorte d'orgueil paternel le protège. Ils n'ont rien d'ailleurs à quoi le comparer. L'Angleterre a jadis régné sur l'ensemble des colonies, mais le peuple a toujours dirigé les affaires communales. La souveraineté du peuple dans la commune est donc non seulement un état ancien, mais un état primitif. L'habitant de la Nouvelle-Angleterre s'attache à sa commune parce qu'elle est forte et indépendante. Il s'y intéresse parce qu'il concourt à la diriger. Il l'aime parce qu'il n'a pas à s'y plaindre de son sort. Il place en elle son ambition et son avenir. Il se mêle à chacun des incidents de la vie communale. Dans cette sphère restreinte qui est à sa portée, il s'essaie à gouverner la société. Il s'habitue aux formes sans lesquelles la liberté ne procède que par révolution, se pénètre de leur esprit, prend goût à l'ordre, comprend l'harmonie des pouvoirs et rassemble enfin des idées claires et pratiques sur la nature de ses devoirs ainsi que sur l'étendue de ses droits. Du comté dans la Nouvelle-Angleterre. Sommaire. Le comté de la Nouvelle-Angleterre, analogue à l'arrondissement de la France. Créé dans un intérêt purement administratif, n'a point de représentation, est administré par des fonctionnaires non électifs. Le comté américain a beaucoup d'analogies avec l'arrondissement de France. On lui a tracé, comme à ce dernier, une circonscription arbitraire. Il forme un corps dont les différentes parties n'ont point entre elles de lien nécessaire et auquel ne se rattache ni affection ni souvenir, ni communauté d'existence. Il n'est créé que dans un intérêt purement administratif. La commune avait une étendue trop restreinte pour qu'on pût y enfermer l'administration de la justice. Le comté forme donc le premier centre judiciaire. Chaque comté a une cour de justice, un shérif pour exécuter les arrêts des tribunaux, une prison qui doit contenir les criminels. Il y a des besoins qui sont ressentis d'une manière à peu près égale par toutes les communes du comté. Il était naturel qu'une autorité centrale fût chargée d'y pourvoir. Au Massachusetts, cette autorité réside dans les mains d'un certain nombre de magistrats que désigne le gouverneur de l'État de l'avis de son conseil. On lit en note, le conseil du gouverneur est un corps électif. Fin de note. Les administrateurs du comté n'ont qu'un pouvoir borné et exceptionnel qui ne s'applique qu'à un très petit nombre de cas prévus à l'avance. L'État et la commune suffisent à la marche ordinaire des choses. Ces administrateurs ne font que préparer le budget du comté, la législature le vote. Il n'y a point d'assemblée qui représente directement ou indirectement le comté. Le comté n'a donc point, à vrai dire, d'existence politique.
On remarque dans la plupart des constitutions américaines une double tendance qui porte les législateurs à diviser le pouvoir exécutif et à concentrer la puissance législative. La commune de la Nouvelle-Angleterre a par elle-même un principe d'existence dont on ne la dépouille point. Mais il faudrait créer fictivement cette vie dans le comté, et l'utilité n'en a point été sentie. Toutes les communes réunies n'ont qu'une seule représentation, l'État, centre de tous les pouvoirs nationaux. Hors de l'action communale et nationale, on peut dire qu'il n'y a que des forces individuelles. De l'administration dans la Nouvelle-Angleterre. Sommaire. En Amérique, on n'aperçoit point l'administration. Pourquoi ? Les Européens croient fonder la liberté en ôtant au pouvoir social quelques-uns de ses droits, les Américains en divisant son exercice. Presque toute l'administration proprement dite, renfermée dans la commune, est divisée entre les fonctionnaires communaux. On aperçoit la trace d'une hiérarchie administrative ni dans la commune ni au-dessus d'elle. Pourquoi il en est ainsi ? Comment il arrive cependant que l'État est administré d'une manière uniforme ? Qui est chargé de faire obéir à la loi les administrations de la commune et du comté ? De l'introduction du pouvoir judiciaire dans l'administration. Conséquence du principe de l'élection étendu à tous les fonctionnaires. Du juge de paix dans la Nouvelle-Angleterre, par qui nommé, administre le comté. Assure l'administration des communes, cours des sessions, manière dont elle agit, qui la saisit, le droit d'inspection et de plainte éparpillé comme toutes les fonctions administratives, dénonciateur encouragé par le partage des amendes. Ce qui frappe le plus l'Européen qui parcourt les États-Unis, c'est l'absence de ce qu'on appelle chez nous le gouvernement ou l'administration. En Amérique, on voit des lois écrites, on en aperçoit l'exécution journalière, tout se meut autour de vous et on ne découvre nulle part le moteur. La main qui dirige la machine sociale échappe à chaque instant. Cependant, de même que tous les peuples sont obligés pour exprimer leurs pensées d'avoir recours à certaines formes grammaticales constitutives des langues humaines, de même toutes les sociétés, pour substituer ou pour subsister, coquille, sont contraintes de se soumettre à une certaine somme d'autorité sans laquelle elles tombent en anarchie. Cette autorité peut être distribuée de différentes manières, mais il faut toujours qu'elle se trouve quelque part. Il y a deux moyens de diminuer la force de l'autorité chez une nation. Le premier est d'affaiblir le pouvoir dans son principe même en ôtant à la société le droit ou la faculté de se défendre en certains cas. Affaiblir l'autorité de cette manière, c'est en général ce qu'on appelle en Europe fonder la liberté. Il est un second moyen de diminuer l'action de l'autorité. Celui-ci ne consiste pas à dépouiller la société de quelques-uns de ses droits ou paralyser ses efforts, mais à diviser l'usage de ses forces entre plusieurs mains, à multiplier les fonctionnaires en attribuant à chacun d'eux tout le pouvoir dont il a besoin pour faire ce qu'on le destine à exécuter. Il se rencontre des peuples que cette division des pouvoirs sociaux peut encore mener à l'anarchie. Par elle-même, cependant, elle n'est point anarchique. En partageant ainsi l'autorité, on rend, il est vrai, son action moins irrésistible et moins dangereuse, mais on ne la détruit point. La révolution des États-Unis a été produite par un goût mûr et réfléchi pour la liberté, et non par un instinct vague et indéfini d'indépendance. Elle ne s'est point appuyée sur des passions de désordre, mais au contraire elle a marché avec l'amour de l'ordre et de la légalité. Aux États-Unis donc, on n'a point prétendu que l'homme, dans un pays libre, eût le droit de tout faire. On lui a au contraire imposé des obligations sociales plus variées qu'ailleurs.
On n'a point eu l'idée d'attaquer le pouvoir de la société dans son principe et de lui contester ses droits. On s'est borné à le diviser dans son exercice. On a voulu arriver de cette manière à ce que l'autorité fût grande et le fonctionnaire petit, afin que la société continuât à être bien réglée et restât libre. Il n'est pas au monde de pays où la loi parle un langage aussi absolu qu'en Amérique, et il n'en existe pas non plus où le droit de l'appliquer soit divisé entre tant de mains.